Bonjour. Ceci est la deuxième partie consacrée à la typographie. Nous reprenons là où nous nous étions arrêtés. Le niveau suivant, c'est le langage visuel. Regardez cet exemple. Si on prend le temps de lire, on peut l'interpréter de deux façons. En haut, ça fait un peu texte romantique. En bas, on dirait plutôt un film d'horreur, où quelqu'un va me retrouver et me faire du mal. C'est exactement le même message, mais visuellement, ça change tout. Regardez aussi cet exemple. Même si on compare juste le style du haut, l'antique, avec celui du bas, le moderne, on se rend compte qu'on a ça codé très profondément en nous. Dès qu'on pense à quelque chose d'antique, on va instinctivement utiliser une capitale romaine. Et quand on pense à quelque chose de moderne, on choisit souvent la Futura de Paul Renner, alors qu'elle a plus de 100 ans. Et pourtant, elle fait toujours aussi moderne. Pour pousser encore un peu plus l'exemple. Pas besoin d'être synesthète pour remarquer que les formes dures et tranchantes font penser à quelque chose de froid, alors que les formes douces et arrondies, elles, évoquent plutôt quelque chose de chaud. Et encore mieux. Les lettres peuvent créer de la confiance. Imaginez un peu. Sur un grand site d'actualité, un titre important écrit avec la typo du bas. Franchement, ça passerait pas. On n'y croirait pas trop. Mais s'il est écrit avec une fonte bien reconnaissable, qu'on associe à la presse, alors là tout de suite on fait le lien. On se dit, ok, ça a l'air sérieux, on peut faire confiance. Et maintenant, imaginez qu'une banque utilise cette typo du bas pour vous convaincre de déposer toutes vos économies chez elle. Même si c'est le coffre le plus sécurisé du monde, on dirait quand même non, parce que visuellement le message colle pas du tout avec ce qu'on veut nous faire croire. Et pour ajouter un peu de piquant à la fin, on peut aussi dire que certaines typographies sont très engagées en politique. Par exemple, les polices gothiques, comme les fractures ou les rotondes, ont été reprises par des mouvements radicaux pour leur communication. Du coup, ces styles sont directement associés à une idéologie bien précise. On imagine mal un parti de gauche utiliser ce genre de lettres. Et à l'inverse, des polices sans empattement, souvent vues comme modernes et progressistes, sont généralement associées à la gauche. Donc même à travers le choix des lettres, on transmet déjà un message politique. Pour illustrer ça concrètement, regardez ce qui se passe chez nous, en France. Chaque parti politique choisit ses polices de caractère avec soin. Par exemple, l'UMP utilisait une typographie avec empattement. C'était pas un hasard. En tant que parti libéral conservateur, elle voulait transmettre des valeurs comme la tradition, la stabilité, le sérieux. Les grosses lettres avec empattement donnaient justement cette impression de solidité et de respectabilité. À l'inverse, la nouvelle Union populaire écologique et sociale utilise une police sans empattement, plus moderne, plus claire. Les lettres sont simples, géométriques, bien dessinées. On les écrit en majuscules, ce qui renforce l'idée d'unité, de force et de message officiel. Et puis il y a aussi les couleurs, chaque mot a une couleur différente. Ça permet de renforcer le sens de chaque terme et de bien distinguer les différentes parties du message. Tout ça pour dire que le choix de la typographie, c'est pas juste une question d'esthétique. C'est un langage visuel à part entière, qui parle d'identité et de valeur. Et pour vraiment vous montrer à quel point les lettres nous influencent, même avant qu'on commence à lire, voici deux petits exemples tout simples. Regardez ce premier texte. Prenez juste un moment pour l'observer. Et maintenant, le deuxième. Il ressemble à ça. Quand on met les deux côte à côte, on a tout de suite un ressenti, une opinion. Lequel paraît plus sérieux, lequel fait plus léger, plus simplifié. Et tout ça, avant même de lire le moindre mot. C'est parce que la police utilisée nous oriente déjà dans notre façon de penser. À gauche, on a le Comic Sans, une police détestée par beaucoup, mais aussi aimée par certains, soyons honnêtes. Et à droite, une typographie avec empattement, plutôt classique, avec des petites majuscules, de l'italique. Et quelques options OpenType bien utilisées. Et pourtant, c'est là que ça devient intéressant. Le texte à gauche, malgré son apparence légère, c'est un extrait d'un livre très sérieux. Une brève histoire du temps de Stephen Hawking. Et celui de droite, qui paraît très chic, c'est juste une blague trouvée sur Internet à propos des vacances. Comme quoi, le choix de la typographie peut complètement changer l'ambiance d'un texte, et même influencer ce qu'on pense de ce qu'on va lire. On passe maintenant au code culturel. Et je pense que le plus simple, c'est de les montrer en comparant la typographie à d'autres domaines, comme par exemple l'architecture. Regardez cette image. Même ici, dans cette cathédrale gothique, les arcs-boutants ressemblent énormément à ce qu'on retrouve dans la typographie de l'époque. Ces formes ajourées, très fines, contrastent avec des éléments super épais. On dirait presque que c'est la même logique que dans une lettre gothique. C'est assez fou, mais en fait, la typographie, ou plutôt le style des lettres et leur aspect visuel, a toujours été très lié à ce qui se passait dans l'histoire de l'art. Dans la peinture, la sculpture, l'architecture, et même parfois dans la poésie. Bref, dans toutes les formes d'expression humaine.
Et si on continue dans cette logique, on remarque que dès qu'il y avait des formes plus décoratives qui apparaissaient, les typographes essayaient aussi de les intégrer dans leur création. Même le Bauhaus ne s'est pas passé de typographie. Il n'utilisait pas les antiques classiques, mais ont proposé une toute nouvelle manière de penser la lettre. C'est Bayer par exemple qui a unifié les formes, pour créer une police qui reflétait les valeurs du mouvement. Donc vous voyez, à chaque fois qu'un nouveau code visuel apparaît quelque part, la typographie suit. Elle évolue avec le contexte culturel. Et ce n'est pas quelque chose qui concerne uniquement la culture latine. Si on regarde d'autres aires culturelles, comme le monde sémitique, le monde musulman, Israël contemporain, ou même la culture khmer au Cambodge ou celle d'Éthiopie, on voit clairement que la typographie a joué un rôle clé dans le développement de la culture visuelle. Mais ce n'est pas tout. La façon dont on tenait l'outil d'écriture avait aussi un impact direct sur la forme des lettres. Dans le monde sémitique par exemple, on observe un contraste inversé. Les traits horizontaux sont plus épais, et les traits verticaux sont plus fins. Exactement l'inverse de ce qu'on retrouve dans la tradition latine. Rien que ça influence déjà l'apparence des lettres. Et puis il y a cette dynamique des courbes. Qu'on parle de courbes de Bézier ou de calligraphie manuelle, elles ont souvent des formes très proches. Regardez ce minaret, ou encore les coupoles de cette mosquée, on ne pourrait pas les associer à l'esthétique latine. Tout ça montre à quel point l'écriture manuscrite, et donc la typographie, est un élément fondamental dans chaque culture. Et pour aller encore un peu plus loin, certains d'entre vous sont peut-être allés récemment au Maroc. C'est un super exemple, parce qu'on y voit 3 systèmes d'écriture sur les panneaux. D'abord l'arabe, ensuite en bas le français, qui reste la langue administrative, et depuis quelque temps, un 3e système officiel, l'alphabet des Berbères. Les Berbères sont des peuples nomades, originaires du nord-est de l'Afrique, qui vivent aujourd'hui surtout en Algérie et au Maroc. Et pour préserver leur culture unique, le gouvernement a décidé que tous les panneaux officiels devaient désormais inclure cette écriture très particulière et visuellement forte. Donc comme vous le voyez, la typographie c'est vraiment une question de culture. Dans cette partie, c'est évident, la typographie est aussi un vecteur d'émotion. Regardez ces quelques associations entre la mode et la typographie. On voit tout de suite des liens très forts, des parallèles intéressants. Prenons le trench coat, un vrai symbole du style britannique. On peut facilement l'associer à des polices à empattement, dans le style des Dido ou des Bodoni, très géométriques, avec des contrastes marqués entre les traits fins et les traits épais. Des typos élégantes, précises, qui rappellent l'univers de la mode. Si on cherche quelque chose de plus futuriste, avec une touche rétro, on pourrait penser à ce modèle de chaussure. Et là on se rapproche naturellement de la Futura de Paul Renner. Même si elle a été créée dans les années 1920, elle reste encore aujourd'hui une référence quand on veut exprimer la modernité. C'est ça qui est fascinant avec la typographie. Dans quel autre domaine un design vieux de 100 ans serait encore perçu comme résolument contemporain? Et si on cherche un style plus simple, plus quotidien, quelque chose de plus normcore, comme une paire de New Balance, alors c'est la Helvetica qui s'impose. Elle peut exister dans tous les contextes visuels, sans jamais déranger. Et bien sûr, il y a aussi l'extravagance, comme cette tenue très marquée sur la gauche. Là aussi, la typographie peut suivre. Il suffit de chercher des polices qui proposent des formes moins classiques, des détails originaux, presque inattendus. Ce qui est beau là-dedans, c'est que ces tendances, ces influences, touchent plusieurs domaines du design en même temps. Regardez par exemple Riccardo Tisi, qui a conçu une collection pour Givenchy. À peu près au même moment que Jonathan Barnbrook dessinait la typographie Mason. Dans les deux cas, on retrouve une inspiration commune. Des références ésotériques, presque occultes. Chez Tisi, on voit des étoiles, un contraste très fort entre le rouge et le noir. Chez Barnbrook, c'est une histoire de grimoire, un vieux livre de magie noire, qui lui a inspiré ce caractère typographique. Donc on voit bien que les mêmes univers visuels peuvent inspirer des créateurs dans des domaines très différents. La mode, c'est aussi une forme de langage, une manière de s'exprimer. Et la typographie fonctionne elle aussi sur plusieurs niveaux de langage. Les deux peuvent puiser dans les mêmes références, et on retrouve souvent des obsessions communes chez les créateurs. Ce qui compte, c'est ce qu'ils veulent raconter, et où ils vont chercher leur inspiration. Mais après tous ces exemples, vous vous demandez peut-être, ok, mais alors pourquoi, depuis quelques années, toutes les grandes maisons de mode utilisent des polices super simplifiées et uniformes? Et en fait, il y a 2 raisons principales à ça. D'abord, chaque maison avait à l'origine une typographie très marquée. Prenez Yves Saint Laurent avec son logo élégant et fusionné, ou Burberry, qui utilisait une police classique, large, avec empattement. Ces choix reflétaient leur histoire, leur univers créatif et leur positionnement dans le monde de la mode. Mais aujourd'hui, ces marques ne font plus que de la haute couture. Elles vendent aussi des parfums, des lunettes, des slips de bain, des tongs.
et même des objets de déco. Et quand on a un logo trop spécifique ou trop expressif, ça devient compliqué de le faire exister dans tous ces univers à la fois. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de logos très simples, avec des polices géométriques, presque neutres. Comme Saint-Laurent par exemple. Leur logo fonctionne aussi bien sur un manteau de luxe que sur une paire de claquettes. Et puis deuxième raison, quand on enlève le style typographique. On met plus l'accent sur le nom lui-même. Un peu comme dans le cas de Subway, qu'on a vu tout à l'heure. Même si les polices se ressemblent beaucoup d'une marque à l'autre, les mots sont différents, et c'est ça qu'on retient. Donc au final, même avec des logos très proches visuellement, on arrive quand même à distinguer chaque marque, parce que les noms restent lisibles, mémorables et reconnaissables. Dans ce contexte, impossible de ne pas parler d'un des derniers gros changements, celui de Jaguar. Beaucoup de gens se sont moqués en disant que leur nouveau logo faisait penser à un pot de yaourt. Et en fait, c'est pas si fou. Dans l'univers de l'agroalimentaire, notamment les yaourts, on cherche souvent des formes très propres, très blanches, des choses lisses, bien unifiées, avec une typographie géométrique, héritée un peu de l'esthétique Bauhaus. Alors forcément, quand on voit ce nouveau logo Jaguar, on pense immédiatement à un produit laitier, surtout avec un nom qui partage presque les mêmes lettres. En plus, on a ici un mélange de majuscules et de minuscules, dans un seul mot. Ce genre de choix attire toujours l'œil. Mais ce qui m'a encore plus interpellé, c'est que ce Jaguar saute vers la gauche. Et quand on réfléchit en termes de sémiotique, ça donne une impression de recul, de retour en arrière, alors qu'on s'attendrait plutôt à un bond vers l'avant. Je n'ai pas la réponse à ce choix. Mais j'attends avec impatience les prochaines communications de Jaguar. Et j'espère sincèrement que si une marque aussi puissante fait un changement aussi radical, c'est qu'il y a derrière une vraie stratégie, bien pensée. Parce que souvent, quand on est juste spectateur de série branding, on n'a pas accès au contexte dans lequel la décision a été prise. On croit que c'est juste un studio créatif qui a voulu faire quelque chose d'étrange. Mais en réalité, ça se passe rarement comme ça. D'abord, il y a un Excel, avec des chiffres qui doivent coller. Ensuite, il y a une stratégie. Et cette stratégie impose des choix créatifs. Alors pour l'instant, même si ce logo ne me parle pas trop, même si je trouve qu'il colle pas du tout avec la ligne visuelle très affirmée que Jaguar avait jusqu'ici, et même si ce style typographique ultra neutre est clairement en perte de vitesse, je garde espoir. J'attends de voir la suite de la campagne, et peut-être que j'y trouverai enfin une vraie cohérence. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? D'abord, que le choix d'une police, et même la façon dont on écrit, en minuscules ou en majuscules, a une vraie importance. Regardez les marques qu'on utilise tous les jours, comme Facebook par exemple. Elles utilisent souvent des minuscules. Pourquoi? Parce qu'elles veulent réduire la distance, et transmettre un message d'inclusivité. Les lettres minuscules sont perçues comme plus douces, plus proches de nous. Elles ne créent pas de barrière entre la marque et le consommateur. Et puis, on les prend aussi un peu moins au sérieux. Le ton est plus détendu, plus accessible. À l'inverse, les majuscules, le texte tout en capital, envoient un message très différent. Ce sont les marques qui veulent garder leur distance, se présenter comme un objet de désir, un symbole de luxe, qui choisissent ce style-là. Les capitales renvoient à des codes bien précis, le prestige, l'exclusivité et une certaine forme d'autorité. En fait, si on cartographie un peu le monde de la typographie, des logos, du branding ou du web design, on se rend vite compte que ces codes sont super importants. Et les connaître, ça peut vraiment aider dans le travail de tous les jours. Prenez le sport par exemple. Que ce soit une boisson énergisante ou une marque de vêtements, on retrouve souvent des lettres fines, géométriques, qui rappellent les affiches sportives d'autrefois. En plus, ces polices sont souvent en italique, ce qui crée un effet de vitesse, de mouvement, exactement ce qu'on veut pour parler de sport. Et si on regarde maintenant l'opposé, on peut parler du style craft, artisanal. Les marques qui veulent se positionner comme authentiques ou faites à la main, utilisent souvent des typographies avec plein de petits défauts, des lignes irrégulières, des contrastes un peu bancals, comme un F et un T qui devraient se ressembler mais qui ne le font pas, ou des proportions un peu étranges, comme une barre de F placée très haut. Tous ces détails nous donnent l'impression que c'est fait à la main, avec amour, même si ce n'est pas parfait. Des marques comme Burger King par exemple, utilisent encore aujourd'hui ce genre de police qu'on peut clairement qualifier de craft, et qui colle parfaitement à leur image de marque. On arrive maintenant à un moment très important. Comment la typographie fonctionne à la fois à l'échelle micro et macro. On a commencé par l'idée que les lettres sont faites de petits blocs, de formes simples, comme des carrés, des demi-cercles ou d'autres éléments graphiques. Et quand on prend un peu de recul, on voit que ces blocs forment des lettres, les lettres forment des mots, et tout ça crée du sens. Mais si on regarde dans l'autre sens, on peut aussi décomposer les mots en lettres, et les lettres en éléments de base. Prenez par exemple les lettres B, D, P et Q. C'est presque un jeu de miroir.
Le D est le reflet du B. Le P est une version tournée du D. Et le Q vient logiquement après, dérivé du P. Donc on peut dire qu'il y a plusieurs niveaux dans l'analyse. Premier niveau, les composants graphiques des lettres. Deuxième, des lettres qui en construisent d'autres. Et troisième, des lettres qui forment des mots. Et c'est là qu'on comprend pourquoi le moindre détail compte. Si par exemple, une petite forme de sérif apparaît dans un A, et qu'on la retrouve 1000 fois dans un texte, alors elle va vraiment donner une identité visuelle forte à l'ensemble. C'est pour ça que, quand on travaille avec des lettres, on doit toujours penser aux détails. Et ce n'est pas comme si on pouvait utiliser la même base pour toutes les lettres. Bien sûr, certaines lettres comme L, O ou I n'offrent pas beaucoup de place pour l'expression. Mais d'autres, comme A, G ou même E, permettent beaucoup plus de liberté, et là on peut vraiment s'amuser avec les formes. Et ici, avec cet exemple, je voudrais vous montrer comment tout ça fonctionne en pratique. D'abord, si on a un L, un B ou un M dessiné comme ça, géométrique, dans un esprit Futura, alors c'est assez logique de garder un A dans le même style. Un A très simple, basé sur des formes géométriques. Mais dans cette même police, on pourrait aussi imaginer un A plus humaniste, avec un dessin plus organique et des coupes perpendiculaires à la ligne de base. On peut même aller plus loin et proposer une version ultra expérimentale, avec deux parties distinctes. Mais dans ce cas, il faut faire attention à l'équilibre du contraste, pour que cette lettre ne sorte pas trop du reste du mot. Et puis il y a aussi cette version géométrique, avec un A coupé en diagonale parallèle à la ligne de base, et des courbes très régulières, très construites. Donc comme vous le voyez, même si on pense parfois que la typographie est un domaine très rigide, il y a en réalité beaucoup d'espace pour exprimer de l'émotion et laisser parler sa créativité. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça apporte, la typographie? Déjà, elle affine énormément le regard. Quand on commence à travailler avec les lettres, on se met à voir des détails qu'on ne remarquait pas du tout avant. Des courbes, des espacements, des micro-variations dans les formes. Et très vite, on devient beaucoup plus sensible à ce genre de subtilité. Ensuite, il faut savoir que la typographie est un domaine assez niche. Et même dans cette niche, il existe encore plein de sous-spécialités. Mais c'est justement ce qui en fait une force. Parce que se spécialiser dans un domaine pointu aujourd'hui, c'est souvent ce qui permet de se démarquer et de devenir une référence dans un segment bien précis du design. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. Et surtout, continuez à regarder les lettres autrement.